ce qui est déjà possible pour n'importe qui dans le monde, n'importe quelle marque, n'importe quel annonceur. C'est la possibilité d'importer une image dans le Lens Studio. Le Lens Studio, c'est notre outil de réalité augmentée qui est en libre service. C'est un peu le Photoshop de la réalité augmentée, voilà, pour simplifier les choses, où on peut créer les lens, qui sont ces effets 3D de réalité augmentée qu'on va faire vivre dans la caméra. Donc le lens markers de la Tour Eiffel, c'est une lens. Et les marques peuvent, ou n'importe qui, nos créateurs aussi, peuvent créer des lens directement dans cet outil-là et les importer dans Snap. Ce que je décris, c'est la possibilité d'importer une image. Donc par exemple, une affiche de film ou une affiche publicitaire qui va être dans les abribus, qui est en rapport avec un produit. Et automatiquement, on va détecter cette image-là. Et si quelqu'un la scanne, automatiquement proposer une expérience en réalité augmentée. Donc, ça, c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est gratuit. N'importe qui peut soumettre dans le Lens Studio ces expériences-là. Et je vais te donner un exemple qu'on a eu récemment sur une affiche de film du Roi Lion, où en fait, si vous scannez, si vous mettez la caméra devant une affiche du Roi Lion, on avait le lion qui sortait de l'image en 3D et on avait une expérience sympa avec le lion qui gambadait autour de nous. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Grégoire Gimaré, qui est Product Marketing Manager chez Snap. On dit Snap et pas Snapchat, puisque Snapchat est une fonctionnalité de Snap. Tout à fait, Laurent. Formidable. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, ça fait quelques semaines qu'on se parle, et on attendait de se rencontrer que le SPS, le Snap Partner Summit, soit passé. Le Snap Partner Summit, le SPS, a eu lieu il y a une dizaine de jours, c'était le 11 juin. Ouais, tout à fait, exactement. Et du coup, on va pouvoir décrypter un peu ce qui s'est annoncé, avec ensuite, et pendant d'ailleurs ce grid de décryptage, des exemples pour vous, commerçants, e-commerçants et marques d'ailleurs, qui vous permettront de découvrir des conseils ultra concrets et actionnables pour faire connaître votre marque et croître vos ventes sur Snap. Donc on va parler entre autres du SPS, le Snap Partner Summit, et de toutes les annonces qui ont été faites. On fera un tour sur les KPI, on va commencer par ça d'ailleurs, sur les KPI de Snap qui sont hallucinant. Je savais que c'était gros et c'est plus gros que ce que j'avais en tête. Et ensuite des outils offerts aux publishers, SnapKit, Snap Publisher. On vous donnera aussi des exemples avec Grégoire. On va parler de Majoli Candle, on va parler de Dynamic Ads avec Lancôme et Adidas, on va parler de Ralph Lauren qui fait une belle utilisation de la réalité augmentée, l'AR. Et on terminera avec une vision, une ouverture sur la vision long terme de Snap. Mais peut-être que pour commencer, Grégoire, tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez Snap. Eh ben bonjour Laurent, déjà merci de m'inviter et puis merci de me recevoir dans vos locaux. Ça fait plaisir de se voir physiquement aussi. On aurait pu faire ça à distance. C'est mon premier enregistrement d'ailleurs en physique depuis début mars. Bon, en tout cas, c'est plus sympa de le faire de cette manière-là. Donc Grégoire, je suis product manager pour Snapchat en France et pour d'autres pays en Europe. Et donc, de manière très concrète, mon rôle, il a deux sens. C'est premièrement de récupérer les retours et les feedbacks des marchés pour nourrir notre réflexion sur nos produits. Ce qu'on appelle le produit chez Snap, c'est vraiment toutes les fonctionnalités qui vont permettre aux marques, aux business, de se développer. Donc, toutes les solutions publicitaires. Et dans un autre sens, mon rôle, c'est aussi de lancer des nouvelles fonctionnalités et de faire en sorte que dans nos marchés, et notamment en Europe, elles soient bien accueillies et qu'elles répondent aux besoins de tout le monde. C'est un pays important, la France, pour Snap ? Alors, tu vas pas me dire non, mais en termes de taille. C'est absolument
gigantesque pour nous. C'est le deuxième pays, tout simplement, après les États-Unis, en termes d'utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a un regard qui est acéré sur la France. Et mon rôle, c'est effectivement de faire en sorte que ce pays, qui est très important pour nous, on le suive de près et qu'on réponde aux attentes et aux besoins des annonceurs. C'est le deuxième pays après les États-Unis. Ouais, tout à fait. En usage, en nombre d'utilisateurs actifs. Ouais, en nombre d'utilisateurs actifs. Okay. Ouais, tu sais que chez nous, on regarde pas les utilisateurs au mois ou actifs, on regarde vraiment les gens qui viennent tous les jours. Okay. Et la France, avec 14 millions de personnes tous les jours, c'est le second marché après les États-Unis. Et donc, tu as un reach et une masse de personnes qui est extrêmement, extrêmement important pour les annonceurs. 14 millions de daily active users en France, ouais. C'est un Français sur 4. Ouais, si je simplifie, on a un peu plus que ça actuellement, mais bon, admettons quoi. C'est ça. Un Français sur 4 alors qu'il y a des bébés et des vieux dans le... Ok. Ouais, et on a fait un travail de transparence, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de questions sur la qualité, la véracité de ces données-là. Donc on a ouvert le capot et on l'a donné à Médiamétrie et à la CPM, qui est finalement l'entité qui fait vérifier ces chiffres-là. Parce qu'on voulait être transparent avec le marché, parce qu'on voyait que nos partenaires le demandaient. Parce que vous étiez dans une bonne position aussi. Et aussi parce qu'on est très fiers de montrer cette audience-là. Mais voilà, c'était un message fort de démontrer cette audience-là. Et comme tu disais, toi-même, tu étais peut-être étonné de la puissance de l'audience. Et c'était important pour nous de le faire vérifier. Donc ouais, voilà, avec 14 millions de personnes, tu touches en fait 80% des 13-34 ans en France. Donc la pénétration sur les millennials, elle est absolument gigantesque. 80% des 13-34 en France. Mais ça vous place en quelle position du coup? Alors, je vois pas quelqu'un faire plus. Est-ce que c'est le... Non, c'est l'application numéro 1 sur cette audience-là, devant toutes les autres applications. Bon voilà, c'est des classements qui sont publics. Alors, toute application sociale ou aussi, je sais pas, vidéo YouTube et autres? Devant YouTube, devant Facebook, devant Instagram, sur cette démographie-là, on est absolument numéro 1. Hyper intéressant. 80% des 13-34 ans sont utilisateurs de l'application. Et vous avez 14 millions de daily active users en France. Je comprends que ce soit le deuxième pays. Ok, compris. Et à l'international, aux États-Unis? Alors les États-Unis, c'est le pays numéro 1, c'est là où l'application est née, et finalement ça reste toujours la maison mère. Mais on voit pas mal de pays qui ont une croissance qui est fulgurante. Donc pour remettre un peu les choses en contexte, au niveau mondial, c'est 229 millions de personnes qui utilisent Snapchat tous les jours. Et c'est en croissance de 20% d'année en année. Donc on est sur une croissance qui est assez forte. Et il y a des pays qui tirent la croissance. Alors, tu as les classiques, entre guillemets, en Europe, avec le UK qui est très fort. Mais tu as aussi des pays comme l'Inde qui sont en train de grandir à une vitesse assez importante. Et je serais pas surpris que finalement l'Inde devienne assez rapidement le deuxième pays pour ouais, ou même le numéro 1, il y a le potentiel, clairement. Ouais, tout à fait. Ok. J'ai lu aussi que Snap aux US était plus gros que Twitter et TikTok regroupés. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues, ou en tout cas, pour les personnes qui n'utilisent pas Snap, on ne se rend pas forcément compte de la puissance de l'audience. Donc on a ces statements qui sont un petit peu forts, mais qui sont vrais et vérifiables. Et sur la France aussi, on vient d'en discuter, on nous place pas forcément devant certaines applications, mais c'est le cas. Alors pour prendre un tout petit peu de recul, on en parlait en préparant l'interview, mais vous êtes lancé en France en 2015-2016 ? Oui, c'est ça. Avec une vingtaine de partenaires médias. Ouais. Je me souviens qu'ils avaient été triés sur le volet, que nous on avait essayé de faire entrer. Alors chez Causa Vostra, on bosse avec pas mal de médias en France, on avait essayé d'en faire entrer quelques-uns. Ça a été compliqué pour certains qui étaient trop petits ou trop niches. À quel point tu penses que ça a aidé le développement de Snap en France, vous étiez avec, je peux pas dire bêtises, Grazia, Closer, Le Monde, il devait y avoir un magazine sportif aussi? Ouais, il y a l'équipe. Il y a l'équipe, hein, ok. Et aujourd'hui, on a commencé avec une 15-20, et aujourd'hui on en a 50. En France? On a 50 en France. Et dans le monde? Dans le monde, je connais pas le chiffre exact, mais ça va se chiffrer en centaines. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être partenaire média pour Snap? Alors, c'est une approche qui est très différenciante de ce qui se fait sur les autres plateformes sociales, entre guillemets. Sur la partie contenu, Snapchat n'est pas une plateforme ouverte. C'est-à-dire que si on veut créer sa chaîne sur Discover, il faut qu'on ait
envie ensemble de le faire et ça passe par un partenariat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se porte garant de la qualité des contenus qui sont sur la plateforme. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, il n'y a pas de fake news. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, le fait d'être une plateforme, entre guillemets, fermée. Sur la partie Discover et Media. Ouais, sur la partie Discover et Media, ce sont uniquement des partenariats avec des marques. Il y a un choix qui est mutuel entre nous et un niveau de regard sur le contenu éditorial. Ils sont évidemment libres de leur contenu, mais ils doivent respecter les règles. Et ça, c'est assez important pour nous. Vous avez déjà sorti des partenaires ? En France, non. Recadré, du coup ? On a modifié certains règlements, notamment sur... quand tu arrives dans Discover, tu as des vignettes qui vont présenter quel type de contenu tu vas mettre en avant. Et donc, on a des règles qui se sont un petit peu... qui sont durcies sur la qualité de l'image ou du titre pour nos utilisateurs. Ok, compris. Alors, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais ces médias, ou ces partenaires en tout cas avec lesquels vous êtes lancés en France, avaient... ça a certainement changé aujourd'hui, mais il y avait un cadre à l'époque, c'était 5 stories par jour, 5 petites vignettes, scroll à droite pour aller à la story suivante, scroll down, donc vers le bas pour lire l'histoire. Et il y avait un format qui était très spécifique à Snap. À Snap. Du coup, vous les avez accompagnés sur ces formats ? Il y avait des outils ? Oui, tout à fait. En fait, on apprend l'un de l'autre. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est réinventer finalement la manière dont on va faire du storytelling sur mobile. Et pour un utilisateur de Snap, aller dans Discover, c'est arriver dans son kiosque à journaux. À la base, c'était uniquement le kiosque à journaux. Maintenant, on a beaucoup plus de contenu vidéo. Mais à la base, c'était ça. Et il fallait coller à l'utilisation, à l'usage, au comportement sur la plateforme qui est Snap, où le mode de navigation est complètement différent. Et ce que tu décris, où le doigt est la télécommande, et où en fait, en scrollant à gauche ou à droite, je vais pouvoir avancer, reculer vers le contenu qui m'intéresse ou pas. Et en swipant, donc en faisant le balayage vers le haut, accéder à plus de contenu, aller sur le site, voir une vidéo, et ce sont des codes d'usage qu'il fallait modifier. Et pour ces publishers, c'était effectivement une nouvelle façon de raconter leur histoire. C'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on disait, presque une commodité, un standard de navigation, quoi. Le SPS, le Snap Partner Summit, a eu lieu il y a une dizaine de jours, le 11 juin. Nous sommes le 23 lors de cet enregistrement, je dis pas de bêtises. Il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Alors que pour que tu nous expliques, à la fois en tant qu'utilisateur, mais peut-être aussi, quand c'est le cas, on fait un pas de côté, en tant que business, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Tout d'abord, je crois que la navigation a été revue. Oui, tout à fait. Il y avait avant 3 principaux écrans, on va dire. Maintenant, on est à 5. Ouais, alors, il y a 2 logiques là-dedans. La première, c'est que la communauté grandit, mais les usages aussi. Et en fait, les types de fonctionnalités qu'on retrouve dans l'application, ils se complexifient et il n'y avait plus assez de place pour tous les services de Snap d'exister à travers 3 écrans. Donc, le bon exemple, c'est la map. La map, pour y avoir accès, il fallait aller dans la caméra et swiper, faire ce balayage vers le haut pour y avoir accès. Donc, elle était quasiment cachée. Et on avait quand même un usage qui était très fort, puisque tu as 200 millions de personnes qui utilisent la map dans le mois. Du coup, donc on s'est dit... Data d'analyser, là. T'as vraiment de l'insight. Ouais, et puis pourquoi on la rend pas plus visible ? Pourquoi on facilite pas son accès ? Et de cette manière-là, on va lui donner plus de place, plus de gens vont utiliser, et du coup, on va développer les usages et peut-être découvrir d'autres fonctionnalités à lancer sur la map. Donc voilà, on est effectivement passé de 3 à 5 écrans. Et Discover, dont on parlait ensemble, va avoir son écran dédié avec uniquement du contenu un peu plus long, premium et uniquement à travers les partenariats. Et donc, il y a cette nouvelle barre de navigation. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est fait pour vraiment aider le plus grand nombre à naviguer dans l'application de manière plus facile, en un tap sur l'écran, de passer d'un onglet, d'un écran à un autre, ce qui n'était pas le cas avant où il fallait faire ce balayage. Et ce qui peut-être pour certaines personnes pouvait un petit peu les perdre sur le mode de navigation. Donc là, on essaie de réunir les 2 modes, puisqu'il est toujours possible de balayer à droite et à gauche sur l'écran, mais il y a aussi cette barre de navigation qui est permanente, qui bouge pas et qui permet de mieux jongler entre les différents écrans. C'est intéressant parce que Snap a toujours été, depuis son lancement, un peu en avance de phase en termes d'inno, d'usage par rapport à la concurrence pour être copié ensuite. C'est arrivé assez fréquemment. C'est quoi les usages sur la map ? Alors, le premier usage, c'est autour des amis. Donc, c'est bien lié à la mission de l'entreprise que Snap, c'est le meilleur moyen de communiquer avec ses amis proches.
Et si vous réfléchissez à toutes les applications de map que vous utilisez aujourd'hui sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, peu importe la map que vous ouvrez, c'est toujours la même. C'est la même pour tout le monde. Et donc la vision pour la Snap Map, c'est de créer la map la plus personnalisée au monde. Et le premier élément de personnalisation, c'est vos proches, c'est vos amis. Et quand vous ouvrez la Snap Map, vous voyez où sont vos amis qui ont accepté de partager leur localisation. Et donc ça vous donne des informations sur est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont proches de chez vous, est-ce qu'ils sont dans le petit bar dans lequel vous avez l'habitude de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, c'est principalement autour des amis. Mais on a annoncé au SPS, au Snap Partner Summit, qu'on allait intégrer désormais les local business, donc les restaurants, les bars, les cinémas, pour ajouter un degré de fonctionnalité en plus. D'accord. Alors, une parenthèse, la Snap Map n'intègre pas Zenly actuellement. Ouais, non, les Zenly continuent d'opérer de manière complètement indépendante. Elle a son application dédiée. D'accord. Avec ses usages dédiés. Donc, effectivement, Zenly continue d'opérer à part et la Snap Map est pleinement dans Snapchat. Je referme la parenthèse. Que peuvent faire les local businesses pour l'instant sur la Snap Map ? Alors, c'est extrêmement récent puisque on a officiellement lancé tout ça hier. La première étape, c'est l'apparition dans le monde, 33 millions de local businesses sur la map. Et ça, ces données-là, elles viennent de nos partenariats qu'on avait déjà avec TripAdvisor, notamment avec Foursquare, qui nous donnent le nom de ces entreprises, leur localisation, leurs horaires d'ouverture, les numéros de téléphone. Donc, tout ce qu'on a fait, nous, là, c'est d'agréger cette donnée-là et la restituer sous une forme de mini-profil qui va donner à l'utilisateur des informations pour passer un coup de fil pour réserver une table ou avoir des informations sur les horaires d'ouverture, par exemple. Donc, pour l'instant, moi, local business, restaurateur du quartier, il faut que je soigne mon image et mes notes, mes infos de contact sur un TripAdvisor ou un Foursquare pour être sûr qu'elles apparaissent correctement c'est ça? Ouais, pour le moment. Dans l'immédiat. Ouais, tout à fait. Dans l'immédiat, c'est ça. Ce qui est aussi disponible dès aujourd'hui pour ces business-là, c'est la possibilité de faire la promotion de leur présence sur Snap. Et donc, dans Ads Manager, qui est notre outil de création publicitaire qui est en libre service, vous avez un objectif dédié maintenant aux local businesses. Et si vous le sélectionnez, on va faire automatiquement on va vous aider à créer une publicité dans un rayon autour de votre business, pour ramener du chaland, pour que les personnes viennent dans votre magasin et les rediriger vers votre mini profil. Voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps. Les choses sur lesquelles on travaille dans un deuxième temps, c'est vous aider à claimer entre guillemets votre business sur la map et y rajouter du contenu pour personnaliser, créer votre image de marque, et on va continuer d'innover et de lancer plein de choses là-dessus. D'accord. 33 millions de business déjà présents, c'est ça, via les partenariats que vous avez avec Foursquare, tout à fait. TripAdvisor tout à fait. sur la map. Très bien. Premier action item intéressant pour les local businesses. Sur la partie Discover, il y a aussi une nouvelle section qui est Happening Now. Ouais, tout à fait. Donc Discover, c'est l'onglet où c'est cet écran où on a nos partenaires premium, avec un comportement qui est différent de ce que tu peux avoir dans le chat ou dans la caméra. Il faut bien comprendre que c'est d'abord une application de communication, donc les utilisateurs viennent sur l'application avec un comportement d'action, soit pour prendre une photo, une vidéo, un snap, le partager à ses amis, soit pour répondre à un message, envoyer un message. Donc quelque chose qui est très orienté sur l'action, assez court. Discover, c'est l'écran où on est dans un mode un petit peu différent, on a un peu plus de temps, on est dans le bus, sur le canapé, dans le lit, et on va regarder du contenu, donc des vidéos qui sont un petit peu plus longues. On va prendre 3-5 minutes, et c'est pour ça que les choses qu'on a lancées en France, qui sont des mini-séries, ont des durées un petit peu plus longues, aux alentours de 5 minutes par épisode, avec un rendez-vous récurrent, parce qu'il va être publié tous les 2-3 jours. Donc voilà, il y a un comportement qui est différent, et on a remarqué notamment pendant cette période de Covid qu'il y avait une vraie demande autour de l'actualité et de l'information. Déjà parce qu'on avait lancé des chaînes d'information liées spécifiquement au Covid qui agrégeaient tous nos partenaires qui publiaient du contenu d'information sur la pandémie. Et aussi parce qu'au global, que ce soit à travers les chaînes de Discover avec l'actualité, donc en France tu as BFM, tu as Le Monde, tu as vraiment beaucoup de marques
très importante sur l'actualité. Au global, dans le monde, c'est 125 millions de personnes sur un mois qui regardent des chaînes en rapport avec de l'actualité. Donc, on s'est dit, il y a une vraie demande pour s'informer. Chaque mois, 125 millions d'utilisateurs Snap regardent des chaînes d'information sur Snap. Tout à fait. Ok. Ouais, tout à fait. Du coup, c'était un signal assez fort pour se dire comment on peut rendre l'accès à l'information un peu plus simple. En cette période où l'actualité est extrêmement forte, la première chose qu'on fait, c'est on prend son téléphone et le premier écran dans sa main pour s'informer, c'est le mobile. Et donc, on lance Happening Now, qui est un format d'information assez simple. C'est une story ou comment, en un clin d'œil, je peux avoir accès à l'information du moment, de la minute. Et c'est directement dans Discover, en haut de l'écran. Avec des partenaires choisis. Ouais, tout à fait. Alors, c'est uniquement pour le moment aux États-Unis. Okay. On est en train de voir comment on va lancer ça en France d'ici la fin de l'année. Évidemment, on est en discussion avec nos partenaires actuels. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas encore de date précise pour les partenaires français, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des partenaires locaux assez rapidement. Je reviens sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure, justement, quand on parle de Discover, vous avez mis à disposition des partenaires des médias un outil d'édition de leurs vidéos, ou en tout cas des images qui sont publiées sur Snap. Cet outil est aujourd'hui disponible pour tous les publishers. Oui, absolument. Alors, ce qui est marrant, c'est que je disais qu'on apprenait dans les deux sens avec nos partenaires, c'est que là, pour le coup, on a beaucoup appris de nos publishers. Et on discute souvent avec eux de comment ils sont adaptés à cet écran du mobile, avec cette problématique de dire que finalement, quand on tourne une édition, on a la caméra qui va bien pour faire du 16/9. On est habitué à des rythmes de télé où on a 10, 15, 20 minutes, peut-être plus pour raconter son histoire, avec un arc narratif qui est très différent, où on peut prendre son temps. Et on discute beaucoup de comment on s'adapte au mobile. Et donc, le premier retour de nos partenaires, c'est de se dire, aidez-nous avec un outil pour créer ou adapter nos contenus à Snapchat et au mobile. Et donc, petit à petit, on a amélioré cet outil qui s'appelle le Snap Publisher, qui était d'abord uniquement pour nos partenaires de contenu. Et on est arrivé à une version assez évoluée pour se dire, mais finalement, les marques, nos annonceurs ont aussi ce besoin d'adapter leur contenu au mobile, encore plus sur Snap, où c'est vertical, plein écran, avec du son. Et donc, on a pris cet outil et on l'a mis dans Ads Manager, qui est notre plateforme en libre service, qui est ouvert à tout le monde, tous les annonceurs. N'importe qui peut aller dedans et modifier sa vidéo, cropper, mettre en vertical, rajouter du son, détourer, etc. Et l'exporter ou l'utiliser sur Snap comme il le souhaite. Alors, pas seulement sur Snap. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans la démarche. Ouais, tout à fait. L'outil est dans le Snap Ads Manager, mais vous pouvez effectivement exporter ce contenu-là si vous souhaitez l'utiliser ailleurs. Il est dans l'Ad Manager dont tu parles et accessible sur snappublisher.snapchat.com évidemment, pardon. Et je pense que la principale pain, friction qu'il résout, c'est de tourner ses vidéos, passer ses vidéos d'horizontale à verticale. C'est un énorme challenge pour tout le monde, toute l'industrie. Aujourd'hui, se pose cette question de comment adapter mon contenu, voir comment créer un contenu qui correspond à ces nouveaux usages sur mobile. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc publisher.snapchat.com, un super outil vidéo, accessible à tout le monde, tu l'as dit, et en plus avec une fonctionnalité d'export qui vous permet d'utiliser vos vidéos ailleurs le cas échéant, mais évidemment il faut les utiliser sur Snap parce qu'avec 80% des 1334, ce serait bête d'aller ailleurs. J'aimerais qu'on parle aussi un moment de landmarker. Alors vous avez plein de codes chez Snap, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un peu trop des noms. Ouais. Des noms. Alors, on a beaucoup de fonctionnalités autour de la caméra, qui est l'écran principal de Snapchat et qui est celui vers lequel, dès qu'on ouvre l'app, on est directement dans la caméra. Et parmi ces fonctionnalités, tu as effectivement la possibilité si tu pointes la caméra vers un de ces monuments iconiques dans le monde, et en France, on a notamment l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, et on va te proposer une expérience en réalité augmentée qui va augmenter ces lieux qui sont déjà absolument magnifiques et très connus, mais proposer une expérience assez sympa. Moi, ma préférée sur la Tour Eiffel, si vous allez au Champ de Mars, vous avez une lune
en réalité augmentée qui va tourner autour de la Tour Eiffel. C'est exceptionnel. J'adore cet effet. Mais donc les landmarkers, c'est effectivement la possibilité sur d'autres monuments dans le monde d'apposer un filtre, un calque de réalité augmentée pour finalement avoir une expérience nouvelle autour de ces lieux-là. Donc je vais filmer là, enfin je vais ouvrir l'application, je pointe vers la Tour Eiffel. Je peux sur la map situer les landmarks sur lesquels il y a un landmarker. Ouais, alors parce qu'on met sur la map aussi les contenus, les stories qui sont publics. Et donc, si tu peux prendre une stories et demander à la diffuser de manière publique, Okay. et automatiquement, on va les agréger sur la map. Et effectivement, donc je verrai bien qu'il y a il y a un point d'activité fort autour de l'Arc de sur Triomphe. la France, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ressortent très largement. Okay. Et tu vas voir les snaps qui existent. Il y en a combien en France, des landmarks? Pour l'instant, il y a que ces deux-là. Ok. Mais ça marche assez bien, donc on réfléchit à quel pourrait être le prochain. Si tu as une suggestion. Évidemment, les bureaux de Cosa Vostra, ce serait un landmark hyper important. Ça m'amène à deux questions. Le premier, c'est que, ou deux remarques. Ça veut dire que l'application devient un scanner, un petit peu. Et la deuxième, alors ça c'est plutôt une remarque, mais je veux bien qu'on en parle. Et la deuxième, c'est plus une réflexion ou une question. Est-ce que les marques peuvent utiliser les filtres landmark, enfin du landmarker, je sais pas comment vous... Alors tu touches à un point qui est ultra important pour nous et qui vient, on va discuter de la vision même de Snap et de la. Pourquoi on parle beaucoup de la caméra? Parce qu'on voit l'évolution du rôle de la caméra qui change. La caméra, c'est quoi? C'est à la base, c'est ton moment Kodak, c'est ton souvenir que tu vas mettre sur un papier. Ou plus tard, autour d'une caméra ou de ton téléphone, c'était plus finalement un stockage de souvenirs. Et puis ça a évolué dans un deuxième temps à travers le téléphone vers un aspect de communication. Donc on se sert tous de nos caméras sur nos téléphones pour envoyer des messages, pour partager des moments avec des amis. Et même aussi de plus en plus, on le voit lors des manifestations, pour retransmettre en live ce qui se passe autour de moi à un moment T. Donc le rôle évolue de souvenir vers communication. Et on pense qu'il va y avoir une troisième étape. Et on la voit nette, c'est comment la caméra va devenir un outil pour augmenter le monde, apprendre des choses autour de moi ou le modifier. Et donc, cette idée des landmarkers, c'est comment je peux rajouter une expérience supplémentaire à ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette fonctionnalité de scan qui permet de scanner, de pointer la caméra et de scanner un objet ou quelque chose directement autour de moi et d'avoir une expérience qui est adéquate. Je vais te donner un exemple très concret. Ce qu'on avait lancé l'année dernière, c'est la possibilité de pointer la caméra vers un problème de maths et d'avoir la solution à ce problème-là. Sérieux? Ouais. Génial. Ouais. Ok. Ça, c'est un use case utilitaire. Vous allez vous faire des copains avec tous les profs du monde, là. Je sais pas si on résout les équations les plus complexes, mais j'avais testé et ça fonctionnait. Et puis, tu avais une autre fonctionnalité en partenariat avec Amazon, c'est scanner un produit et voir si on trouve ce produit-là ou un produit équivalent sur Amazon. Et là, on étend ces fonctionnalités vers toujours plus de choses. Et on est extrêmement fiers d'avoir un partenaire français qui va nous aider là-dedans avec Yuka. Yuka est semblable à nous dans le sens où la caméra joue un rôle prépondérant parce qu'elle permet de scanner des codes barres pour avoir des informations sur les ingrédients. Sans caméra, il n'y a pas de Yuka. Et sans... Ouais. Exactement. Et il y a un côté ludique aussi dans Yuka, c'est on va scanner des produits pour avoir des informations sur les ingrédients, la composition de ce qu'on va scanner. Et donc, dans cette perspective de rajouter des fonctionnalités utilitaires dans la caméra Snap, on a ce partenariat avec Yuka pour intégrer directement leur technologie. Et donc, en scannant un produit depuis Snapchat, vous allez avoir directement le résultat de Yuka qui va vous donner des informations sur la qualité de ce que vous scannez. Alors c'est hyper intéressant et je suis très heureux pour Yuka, belle boîte française, une intégration Snap, c'est génial. Mais du coup, c'est que pour la France ou c'est mondial? Je sais pas quelle est leur base de données. Ça va être mondial. Ça va être mondial. Ouais, donc c'est génial pour Yuka. Bah c'est génial pour et pour les utilisateurs de Snap évidemment. Ouais, tout à fait. Ça va être une intégration mondiale. On est encore en phase d'intégration. On est confiant avec François qui est le CTO chez Yuka de pouvoir lancer ça aux alentours de septembre-octobre dans l'automne. Mais ce sera disponible mondialement pour les utilisateurs de Snap.
C'est fou. Alors Yuka, c'est hyper intéressant, mais ce que tu as dit sur Amazon, j'aimerais bien qu'on creuse un peu. Quel était l'objet du partenariat et comment est-ce que ça marche? Alors, donc je scanne un micro ou un enregistreur de podcast et ça me... Exactement. On va regarder Amazon, grâce à la base de données Amazon, on va voir si on arrive à reconnaître ce produit-là et te le proposer pour un achat. Si par exemple j'ai très envie d'avoir le même outil que toi et je veux dire il est génial, j'ai envie de l'acheter, ou un produit similaire si on n'arrive pas forcément à reconnaître exactement la même référence. Et là encore, on s'était basé sur la technologie d'Amazon qui a un catalogue et une reconnaissance absolument gigantesque de l'ensemble des produits qu'ils vendent. Je pense qu'il y a des dizaines de millions de produits chez Amazon, donc effectivement c'est une belle base de connaissances. Mais du coup, est-ce que je peux imaginer que dans un futur plus ou moins proche, je vais nous le dire, mais moi, commerçant, je puisse envoyer mon flux produit quelque part pour que quelqu'un qui snap un produit... Pourquoi pas, et c'est une belle vision, et en fait on travaille déjà sur des fonctionnalités de ce type-là. Parmi les choses qu'on a annoncées au SPS, tu as le logo scan. Donc dans les fonctionnalités de scan, il y a aussi la possibilité de reconnaître un logo de marque. On se lance avec quelques partenaires, et parmi les partenaires français, on a notamment Louis Vuitton. Donc on entraîne notre caméra à reconnaître le logo Louis Vuitton et à proposer une expérience en rapport avec la collection du moment, par exemple. Donc sur l'exemple qu'on a montré à SPS, c'est une collection, la collection du moment de Louis Vuitton en réalité augmentée après avoir scanné le logo Louis Vuitton. Parce que effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que nos utilisateurs utilisent la caméra pour filmer leur quotidien, et dans leur quotidien, il y a beaucoup de marques aussi. Donc voilà, ça va demander pas mal d'investissement technologique, puisque ça veut dire qu'il faut reconnaître toutes les marques du monde depuis la caméra. Donc il y a pas mal de machine learning à faire. En tout cas, on se lance avec quelques partenaires. Mais effectivement, dans cette vision-là, pourquoi pas déclencher pour chacun des business dans le monde une expérience en réalité augmentée après avoir scanné le logo de la marque. Là, typiquement, avec Louis Vuitton, c'est un partenaire. C'est un partenariat. Enfin, il y a quelque chose qui a été monté pour eux. Hein. Ouais. Ok. Et pareil pour Amazon. Oui, tout à fait. Mais ce qui est déjà possible pour n'importe qui dans le monde, n'importe quelle marque, n'importe quel annonceur, c'est la possibilité d'importer une image dans le Lens Studio. Le Lens Studio, c'est notre outil de réalité augmentée qui est en libre service. C'est un peu le Photoshop de la réalité augmentée, voilà, pour simplifier les choses, où on peut créer les lens, qui sont ces effets 3D de réalité augmentée qu'on va faire vivre dans la caméra. Donc le lens markers de la Tour Eiffel, c'est une lens. Et les marques peuvent, ou n'importe qui, nos créateurs aussi, peuvent créer des lens directement dans cet outil-là et les importer dans Snap. Ce que je décris, c'est la possibilité d'importer une image. Donc par exemple, une affiche de film ou une affiche publicitaire qui va être dans les abribus, qui est en rapport avec un produit. Et automatiquement, on va détecter cette image-là. Et si quelqu'un la scanne, automatiquement proposer une expérience en réalité augmentée. Donc, ça, c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est gratuit. N'importe qui peut soumettre dans le Lens Studio ces expériences-là. Et je vais te donner un exemple qu'on a eu récemment sur une affiche de film du Roi Lion, où en fait, si vous scannez, si vous mettez la caméra devant une affiche du Roi Lion, on avait le lion qui sortait de l'image en 3D. Et on avait une expérience sympa avec le lion qui gambadait autour de nous. Donc on peut imaginer ça avec un produit, une affiche, et ça c'est disponible pour tout le monde. Donc si demain je lance une campagne d'affichage rue, métro, si on a eu des personnes ici qui l'ont fait, ou Jonac qui fait des doudounes réversibles hyper sympas, mais qui avait fait une campagne de rue, je peux associer cette image. Donc j'upload cette image, je l'associe à un lien ou une expérience ou un filtre. Ouais, enfin voilà. Exact. Ok. Ouais. Pour ça je paye, j'imagine. Alors l'association avec la création de la lens, ça c'est gratuit. Ouais. Après, si vous voulez faire la promotion de cette lens et la diffuser, la faire connaître auprès du plus grand nombre, finalement booster cette lens-là, effectivement, ça va être à travers de la publicité. Mais on a un exemple qui a été fait, puisqu'on parle de ce sujet, avec Sephora. Sephora qui avait lancé un jeu concours sur leurs affiches qui étaient disponibles en France, dans le métro, dans les abribus, et qui faisait gagner des cadeaux en scannant cette affiche-là.
Et donc, on avait des Snapchatters qui allaient d'affiche en affiche pour essayer d'avoir la bonne affiche qui permettait de gagner et de débloquer des cadeaux. C'est marrant, tu peux créer un jeu de piste, une chasse au trésor. Ouais. Ok, ça demande quand même un peu de moyens de préparation en amont, mais avec cette base d'utilisateurs, c'est peut-être le coup de s'y pencher. Compris, et du coup, j'ai accès aux géofilters aussi sur ce genre de choses. Je peux cibler Paris ou certaines stations là où sont mes affiches. Absolument, tous les ciblages sont disponibles, aussi bien démographique, âge, sexe, centre d'intérêt, que de lieux. Donc on peut définir ce qu'on appelle un radius autour d'un point précis. Vous mettez un point n'importe où sur la map en France et vous dites je veux diffuser autour de 500 mètres de ce lieu-là ma publicité par exemple, c'est tout à fait possible. D'accord. Il y a une innovation aussi qui a été annoncée au SPS, qui est peut-être moins à destination des business, mais qui est intéressante quand même, c'est les stories qui peuvent être taguées rangées dans des thématiques. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de mieux catégoriser les types de contenus qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, ça va permettre à nos utilisateurs s'ils veulent voir des contenus, des stories en rapport à un thème particulier, d'y avoir accès, de pouvoir le chercher et de le retrouver plus facilement sur la plateforme. Mais pour l'instant, pas d'utilité pour les marques ? Non, pas d'utilité à date pour les marques. On se l'interdit pas. Comme d'habitude, quand on lance des nouvelles fonctionnalités, on attend de voir s'il y a de la prise, de la traction auprès des utilisateurs, et puis après on réfléchit s'il y a une opportunité de monétisation et de business pour les marques. Ok, compris. Je crois qu'on a fait le tour des principales annonces du SPS. Si j'en ai raté, n'hésite pas à me relancer dessus. J'aimerais creuser un peu maintenant sur les tips and tricks ou en tout cas les outils à destination des marques ou des développeurs. Et ensuite qu'on rentre dans le détail de quelques use cases, donc que j'ai annoncé dans l'intro. On a parlé de Majolic Handle. Enfin, on parlera de Majolic Handle, Lancôme, Adidas, Ralph Lauren sur différents types de campagnes. Le premier outil dont j'aimerais parler, c'est Snapkit, qui est à destination des développeurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2 ans, même depuis 1 an, notre premier SPS, il date d'il y a 1 an. C'était le deuxième, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'était le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième événement grand public où finalement on partage notre travail de l'année. Et donc c'est seulement la 2e fois où publiquement on partage nos innovations au grand public. Et qui s'est tenu évidemment Covid oblige, surtout aux États-Unis, ouais. Pas en présentiel. En live. Ouais, tout à fait. Et tu me disais en intro, enfin non pas en intro, avant l'intro, qu'il y avait eu jusqu'à 1 million de vues de la vidéo sur Twitter. Ouais. J'imagine que sur YouTube et il était sur Snap d'ailleurs. Il était retransmis en live sur Snap, okay, tout à fait. Okay. Mais on était ouvert à plein de plateformes et tu as raison, c'était un énorme carton. On a atteint un moment 1 million de personnes sur le live qui était sur Twitter et 100 000 personnes sur le live YouTube. Donc il y a grand intérêt, je pense, sur ces annonces-là. Et je pense que le contenu était génial, mais la forme aussi avec cette scène en réalité augmentée était surprenante. Et je pense que ça a attiré pas mal de monde. Ouais. Alors je vous invite à aller le voir. Effectivement, la scène, donc tu m'expliquais qu'elle était sur fond vert, tournée dans un studio à Los Angeles, et vraiment la mise en scène est super sympa. Et surtout, il y a des exemples de filtres ou d'effets en live sur la scène qui ont été faits. Je crois que c'est à peu près à la 30e minute que ta collègue parle de Louis Vuitton, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est à ce moment-là, elle va déclencher plusieurs effets qui sont assez marrants. Allez voir ce moment-là. Il y a un premier où, puisqu'on lance la commande vocale de la caméra, elle dit « Hey Snapchat, mets mes cheveux en rose ». En anglais, évidemment, parce que c'est pas encore disponible en français, mais on y travaille. Et tout de suite, automatiquement, elle a ses cheveux qui se transforment en rose. Et il y a aussi Snapchat, Take Me to the Moon, emmène-moi sur la Lune. Et automatiquement, la scène entière, on est sur la Lune. Et donc voilà, ça rend un effet très très sympa. C'est très cool. On n'en a pas parlé, mais la commande vocale, il y a aussi... donc ça a été annoncé au SPS. Tout à fait. Donc j'ai ma caméra et puis je peux lui donner des ordres, enfin des commandes. Ouais, et ça répond à cette logique de même pour le scan, en fait. Le scan, c'est pointer la caméra vers quelque chose et sans poser la question, avoir une réponse, j'enrichis le monde extérieur. Et là, c'est la possibilité directement de lui poser la question et de lui dire « Hey Snapchat, montre-moi, mets-moi des oreilles de lapin. Je vais envoyer une photo sympa à ma famille. »
D'accord. Et si j'ai des considérations un peu plus terre à terre, je filme je sais pas, un pack d'eau et Snapchat, quel est le score Yuka, où est-ce que je peux l'acheter et... On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais effectivement, c'est une première brique pour avoir plus d'utilité et de fonctionnalité dans la caméra. D'accord. Je reviens sur SnapKit. Ouais. On s'est un peu garé. Ouais. SnapKit, donc, c'est effectivement cet effort d'ouverture aux développeurs qu'on a lancé il y a 1 an. Et SnapKit, ça permet d'exporter les meilleures fonctionnalités de Snapchat dans une application tierce et d'importer aussi quelques fonctionnalités de ton application dans Snapchat. Je vais te donner un exemple. On a en France... Yuka, par exemple, c'est du SnapKit ? Non. Ok, c'est une vraie intégration. C'est une vraie intégration directement. Enfin, il n'y en a pas de fausse. Il n'y a pas de fausse, mais c'est une intégration dans la caméra. Profonde. Ouais, tout à fait. La différence avec SnapKit, c'est que on a un portail de développeurs où n'importe qui peut venir et soumettre son idée pour SnapKit avec des fonctionnalités qui sont préétablies. Donc, parmi ces fonctionnalités, tu as le Creative Kit qui permet de partager certains éléments graphiques de votre application dans Snapchat. Par exemple, je suis sur Deezer, j'écoute le dernier album de Drake et j'ai envie de le partager dans ma Stories. Et en 2 clics sur Deezer, hop, je vais transmettre la pochette de l'album dans la caméra et je vais pouvoir la partager à mes amis. Donc ça, c'est un exemple qui était assez clair. Et ce qu'on a vu qui est absolument fascinant, c'est qu'on a des applications qui se sont carrément créées autour de SnapKit. Donc YOLO, qui est une startup française qui a été numéro 1 du classement de téléchargement d'app aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Qui était huge, juste avant le Covid, je crois. Il faisait 10 millions de téléchargements par mois. Et cette application, en fait, elle est basée de A à Z sur SnapKit, puisqu'elle permettait d'avoir un système de questions-réponses qui était diffusé uniquement sur Snapchat. Donc, j'étais dans YOLO, je posais une question et je diffusais auprès de mes amis directement dans Snapchat à travers le Creative Kit qui permet de partager des éléments de YOLO sur Snapchat. Mes amis sur Snapchat voyaient cette question et pouvaient y répondre dans Snapchat. Ouais, dans Snap directement, mais aussi en balayant vers le haut, on pouvait être redirigé vers YOLO pour installer l'application et pouvoir moi aussi à mon tour poser des questions. Donc voilà, c'était une superbe réussite, super carton d'un partenaire français. Et donc voilà, SnapKit, c'est un ensemble d'outils pour utiliser des fonctionnalités Snap dans des applications tierces. Un autre exemple de ça, c'est le Bitmoji Kit. Les Bitmoji, c'est ton avatar 3D. Et on peut importer dans le clavier de ton application tous les Bitmoji qui existent sur Snap. Mon Bitmoji est en train de boire du café parce que je suis pas réveillé et que c'est toujours plus sympa de te le dire de cette façon que d'écrire et de taper. Voilà, on peut exporter cette fonctionnalité-là dans une application. De Snap dans mon app. Tout à fait. Et moi, je peux du coup proposer mes fonctionnalités dans Snap. Voilà. Mais là, j'imagine qu'il y a quand même un péage. Ou, pardon, pas un péage, une barrière, une modération, une... Alors, ça se fait principalement sur le Creative Kit, mais tu as raison, vous pouvez le proposer n'importe quelle expérience sur le portail des développeurs et on va regarder et identifier si effectivement l'expérience correspond à nos standards. Mais n'importe qui est libre de proposer finalement des intégrations à travers SnapKit. D'accord. Très intéressant. SnapKit que vous retrouvez sur kit.snapchat.com. Je vous invite à aller regarder. Dans cette veine-là, il y a aussi les minis. Oui, alors on parlait d'importer de son application dans Snapchat. Là, on franchit un pas. Et pour te raconter un peu la genèse des minis, qui sont des mini-services, des mini-apps directement intégrés au chat dans Snapchat. Donc la genèse de ce projet, c'est encore une fois l'an dernier au précédent SPS, on a lancé notre plateforme de jeu, les Snap Games, qui sont ces mini-jeux sympas où on joue en temps réel avec ses amis et qui sont directement intégrés dans le chat. Donc très concrètement, je suis en train de parler avec des amis et puis je peux lancer un mini-jeu et jouer pendant quelques minutes avec mes amis. Et ça a cartonné parce que depuis le lancement, en 1 an, on a eu 100 millions de personnes qui ont joué à Snap Games. 100 millions en 1 an ? Ouais. 100 millions uniques ? Ouais, tout à fait. Ok. Alors que c'est pas non plus extrêmement mise en avant dans l'application parce qu'il faut aller dans le chat et il y a un petit icône, une petite roquette qui est disponible qui permet de lancer les jeux. Et on s'est dit,
il y a un usage autour des jeux, c'est logique, c'est dans le chat, mais pourquoi on pourrait pas donner plus d'ampleur et finalement étendre ce qu'on fait avec les jeux à d'autres fonctionnalités qui prennent tout leur sens avec les amis proches. Donc, le chat, c'est l'endroit où on discute avec ses amis proches, et les minis, ce sont ces mini-applications en HTML5 qui vont venir ajouter de la coopération ou des mini-services, par exemple. Un des minis qu'on lance, c'est avec Atom, qui permet de booker, de réserver ses places de cinéma avec ses amis pour être sûr que ses amis proches sont sur les sièges à côté. Alors tu vas me dire, en période de Covid, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir mettre un siège d'écart. Mais finalement, dès je l'espère, on sera rapidement plus dans cette situation, on pourra s'assurer de réserver en même temps ces places-là. Et donc l'idée, c'est quel service prend tout son sens avec des amis proches. Et donc voilà, c'est la réservation de places de cinéma, c'est un bon exemple. Il y en aura d'autres. J'imagine comparatif produit, choix de un Airbnb que je veux réserver avec mes amis, où on va choisir la maison ensemble ou l'appartement ensemble. Ouais. Ok. Tout à fait. J'essaie de penser à des utilisations de e-commerce. Comment on fait pour lancer une app? Comment on fait pour lancer un minis? Alors, un mini, okay, comment on dit? Ouais, on dit un mini. Hein, on va dire mini. Un mini. Okay. On va, je pense, étudier entre 8 à 10 partenariats tous les trimestres. Hyper sélectif. C'est très sélectif. Okay. Pourquoi? On est dans une phase où on veut sélectionner les use cases, les cas qui vont vraiment plaire à la communauté. Et on compte beaucoup sur les développeurs et la communauté pour nous aider à trouver ces cas d'usage. Et donc, pour le moment, on va les sélectionner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une URL qui est dédiée sur notre site qui doit être mini.snapchat.com où n'importe qui est libre de proposer son idée. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas réservé à nos partenaires ou à des applications très très connues. On veut vraiment trouver le cas qui va générer de l'utilisation auprès de... Donc c'est ouvert à tous, mais c'est pas open bar. Il y a une modération, une sélection. On prendra les meilleurs projets. Ouais. On prendra les meilleurs projets et on va en étudier, je pense, une dizaine par... La logique, c'est quoi pour être sélectionné? Coopération, échange, utilité, c'est quoi? Ouais, tout à fait. Alors, parmi les choses qu'on a en tête, c'est toutes les activités qu'on peut faire à plusieurs. Je pense à tout l'univers du fitness. Je pense à l'univers de ce qu'on appelle le on-demand. Donc, c'est réserver effectivement des places de cinéma, mais ça peut s'appliquer, comme tu le dis, à réserver peut-être une maison de vacances ou ces choses-là. On est vraiment demandeur on va se servir beaucoup on a une communauté qui est très très innovante, qui propose plein d'idées, donc là c'est clairement une fonctionnalité où on va beaucoup apprendre de la communauté. Il y a combien de jeux aujourd'hui? Il y en a... J'essaie de faire un parallèle pour un an après. Ouais, je pense qu'il y en a une vingtaine. Une vingtaine de jeux. Ouais, okay. Alors il y a des jeux qui ont été créés par Snap, comme il y a des minis qui sont créés par Snap, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui viennent de partenaires comme Zynga par exemple. Donc voilà, c'est à la fois propriétaire et ouvert à nos partenaires. Ok, compris. Alors pour entrer encore plus dans le détail sur les usages, en tout cas des conseils concrets et actionnables, je propose que tu nous parles de certaines campagnes auxquelles tu penses et qui sont des bons cas d'usage pour notre audience. Tu m'as parlé de Armani. Oui, parce que le premier point d'étonnement que tu avais, c'était sur la taille de l'audience. Et donc, en fait, il y a ce cas avec Armani sur un lancement de parfum qui a été fait l'an dernier, qui, je trouve, est assez éloquent. La question que se pose Armani, c'est quelle est finalement la complémentarité de l'audience que je vais chercher sur Snap par rapport à la télévision. Et donc, il y a une étude qui permet de faire ça très bien à travers Médiamétrie, à travers des panels, qui va te permettre de mesurer très précisément si l'audience que vous allez trouver sur la campagne est exclusive à Snapchat ou pas. Et ce qu'on a réussi à démontrer avec cette campagne-là, c'est que sur les 10 millions de personnes touchées sur Snap, il y en avait plus de 4 millions qui étaient uniques à Snapchat. Et donc, pour un marketeur, cette notion d'exclusivité d'audience, d'unicité de l'audience à travers les différents écrans est extrêmement importante. Sur 10 millions de personnes qui ont été touchées, 4 millions venaient de Snap, c'est ça? 10 millions touchés sur Snapchat. 10 millions touchés sur Snap, ouais. Et 4 millions
uniquement sur Snapchat par rapport à la télévision. D'accord. Donc, il y a 4 millions de personnes qui n'avaient pas été exposées sur la télévision. Donc, c'est vraiment une audience unique à Snap sur ce plan TV plus Snap. Ok, excellent. Un réel impact, du coup, quoi. Réel impact. Et c'est hyper important de couvrir le plus de monde possible sur les tranches d'âge qui sont importantes sur un plan média. Et là, voilà, c'était vraiment la preuve de la complémentarité des différents écrans. Okay. Et la puissance aussi de l'audience. Parce que je crois que le ciblage, ça devait être les 18-34 ou 13-34. Donc la puissance aussi du reach et de l'audience qu'on peut avoir sur Snap. Compris. Tu m'as parlé de... Alors là, c'est plus proche de nous et très orienté e-com, puisqu'on va parler de conversion, c'est My Jolly Candle. Oui, tout à fait. On change d'univers. Ma Jolly Candle, d'ailleurs. My Jolly Candle, on est sur un univers où... My Jolly Candle, ils sont digital only et ils font des campagnes sur Snapchat en fil rouge avec des objectifs de vente en ligne. Et donc, ils vendent des bougies, mais pas seulement, il y a pas mal de petits objets d'intérieur. Et ils se sont rendus compte que pour 1 euro investi sur les campagnes publicitaires, ils faisaient 9 euros de vente. Pour 1 euro investi, il y a 9 euros de vente. Ouais, à partir des personnes qui sont exposées à la publicité, tout à fait. Voilà. Et donc il y a une vraie notion d'efficacité et de retour sur investissement qui est l'indicateur principal pour ces annonceurs-là. Et dans cette logique-là, on renforce notre offre sur le e-commerce à travers le lancement des Dynamic Ads. Dynamic Ads, ok, c'est-à-dire ? Alors, c'est la possibilité de créer des publicités à travers un catalogue produit. On s'en parlait tout à l'heure. Le challenge principal, c'est la création de contenu pour mobile. Et finalement, ici, grâce au Dynamic Ads, plus besoin de créer des vidéos pensées pour mobile. On prend le catalogue produit d'un site e-commerce qui finalement est l'ensemble des photos qui sont visibles sur le site, avec lequel on associe un prix, un titre de marque, une couleur, une disponibilité. Et on va prendre ces informations-là du catalogue et la mettre dynamiquement sur la publicité en fonction du parcours de l'utilisateur. Donc, je suis allé sur le site d'Adidas, j'ai visité une paire de running en 41 il y a une semaine, et je vais pouvoir automatiquement créer une publicité sur cette paire de chaussures ou son univers et la montrer à ce Snapchatter qui n'a pas conclu son achat pour lui permettre de finaliser son achat. Donc c'est du retargeting sur Snap. Voilà, c'est du retargeting. On propose aussi de la prospection. On peut travailler sur des univers de produits qui sont complémentaires. Une fois que j'ai acheté la chaussure, peut-être que j'ai envie d'avoir le short qui va me permettre aussi de faire ce running en même temps. Donc du retargeting, mais pas que. Donc tu vas targeter le mec qui a complété son achat, complété le checkout. Voilà, ou les exclure aussi, ça peut être. Ou l'exclure pour pas le. Ce qui est très frustrant d'ailleurs sur le retargeting, c'est quand tu achètes un truc et que tu continues d'être. Voilà, c'est pour ça qu'on prend l'information directement du site pour être sûr de ne pas diffuser la publicité auprès des gens qui ont déjà acheté. Et Dynamic Ads, c'est accessible à tout le monde ? C'est accessible à tout le monde. On a beaucoup de cas hyper intéressants. Alors, c'est disponible en France depuis 1 mois. Et on a Lancôme et Adidas qui ont témoigné de la performance de ce format-là. Lancôme, de quelle manière ou dans quelle mesure ? Alors, c'était aussi du retargeting sur les produits catégorie beauté. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cherché à comparer ce que Dynamic Ads apportait par rapport à la publicité classique qu'ils faisaient sur leur campagne normale sans Dynamic Ads sur Snapchat. Et ils ont vu que le retour sur investissement faisait x4. Donc, ce qui peut paraître logique, puisqu'on va chercher des gens qui sont plus à même de finaliser l'achat, mais sur une logique d'indicateur de performance comme l'achat et le retour sur investissement, 4 fois plus efficace d'utiliser Dynamic Ads que les publicités classiques sur Snapchat. Hyper intéressant. My Jolly Candle, quel était le type de campagne qu'ils ont mené ? Alors sur le cas dont on parle, le 1x9. Ouais, c'était des publicités classiques. Et ils dans le flux de stories. Alors oui, ils diffusent à plusieurs endroits. Tu as effectivement entre plusieurs stories de tes amis, tu vas pouvoir afficher une publicité verticale, vidéo avec du son. Et tu as aussi un autre endroit qui est dans Discover, l'endroit où est nos publishers et nos partenaires de contenu. Tu peux prendre le contrôle d'un encart, d'une mini-chaîne pour diffuser ton contenu aussi. Donc voilà, ces 2 endroits-là principalement pour My Jolly Candle. Tu peux prendre le contrôle d'un encart, d'une mini-chaîne, c'est-à-dire ? Alors, quand tu entres sur Discover,
comme tu arrives sur ton kiosque de journaux, tu rentres par des encarts qui te montrent le sujet de la chaîne, l'actualité, par exemple. Eh bien, la marque peut avoir sa propre chaîne Discover et donc avoir cet encart qui va montrer le produit. Et en cliquant dessus, pouvoir montrer 3, 5, 10 stories qui va mettre en avant la marque ou le produit. Ok, compris. Lancôme, Adidas, Armani, Majoli Candle, et tu m'as parlé de Ralph Lauren aussi qui fait un usage de la réalité augmentée. Ouais, tout à fait. C'est important d'illustrer l'usage de la réalité augmentée qui est une vraie opportunité pour les marques. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Ralph Lauren, qui lançait une campagne en fin d'année, ils ont leur campagne traditionnelle où ils mettent en avant le polo bear, c'est leur petit ours qu'ils vont mettre dans plusieurs situations pour leur collection d'hiver. Et ben c'est dans la caméra directement. Ralph Lauren venait s'intégrer en proposant d'essayer dans un premier temps des produits comme le bonnet qui était Ralph Lauren qui s'affichait en réalité augmentée sur mon visage. Et puis si je retournais la caméra, j'avais un mini-jeu avec le petit ourson qui faisait du ski en tapant sur l'écran à droite à gauche. Je lui faisais éviter des obstacles. Donc il y avait cette logique un peu gamifiée de l'expérience en réalité augmentée. Alors, sur un paysage que je filmais, c'est ça, je filme une route et sur la route... C'est ça, donc à la base, nos utilisateurs se filment d'abord le visage, hein, donc on affichait par exemple donc ce bonnet directement sur ma tête, okay. Et puis on incitait l'utilisateur à retourner la caméra, et j'allais filmer le monde extérieur, et là la caméra prenait la forme d'une piste de ski, et c'est là où on pouvait interagir en faisant en sorte que l'ourson évite certains obstacles. Et ça, en termes de développement, c'est quand même lourd pour l'annonceur. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'on peut porter des mini-jeux existants en HTML5 assez facilement. Et aussi parce qu'on a un écosystème de partenaires, de créateurs de lens qui est excellent en France. On a vraiment des partenaires qui sont très très bons et qui peuvent créer ces expériences en 1 à 2 semaines parfois. Donc ça devient de plus en plus simple. En plus d'avoir le Lens Studio qui est en libre service et qui permet en quelques heures d'avoir une lens directement disponible dans la caméra. Et ce qui est intéressant avec ce cas de Ralph Lauren, c'est d'une part le temps passé sur cette expérience. Quand on pense au temps passé sur une publicité sur mobile, les annonceurs se battent pour avoir 3 secondes, 5 secondes. Avec ces expériences en réalité augmentée, et dans le cas de Ralph Lauren, c'est 24 secondes en moyenne d'attention avec la marque, avec des produits de la marque. 24 secondes d'attention en moyenne, c'est-à-dire que les gens ont mis le bonnet puis joué avec le petit ourson pendant 24 secondes en moyenne. Exactement. Ok. Exactement. Il y a une action ensuite, il y a un achat, il y a quelque chose. Enfin, dans le cas de Ralph Lauren, c'était de la notoriété. C'était de la notoriété et on voulait aussi mesurer, puisque tu poses la question, il y a aussi un bouton qui permet d'être redirigé sur le site de Ralph Lauren pour effectuer l'achat. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de mesurer si les personnes exposées à la publicité achetaient plus que les personnes non exposées. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'efficacité de cette lens, de cette expérience en réalité augmentée, elle a permis d'augmenter les ventes de 19%. Donc, les personnes exposées à cette lens achetaient plus que les personnes non exposées. Donc, ça démontre que oui, tu joues sur un objectif de notoriété, de connaissance de la marque, d'engagement aussi avec les produits, mais ça convertit derrière. Ok. On a parlé de... Alors, il y a un autre exemple que tu m'as donné quand on préparait l'entretien qui était intéressant, qui était celui de Coca-Cola avec les landmarks et qui a fait une opération autour de la Tour Eiffel, justement. Oui, tout à fait. Alors, on se parlait des landmarkers, donc la possibilité de modifier ces monuments iconiques dans le monde. Et Coca-Cola était la première marque en France à prendre la Tour Eiffel, prendre contrôle de la Tour Eiffel. Et il y a posé un effet assez sympa, parce que c'était pour le relancement de Tropico. Et on avait donc le perroquet qui volait autour de la Tour Eiffel. On avait l'univers de la jungle qui correspond à l'univers graphique de la marque, avec des lianes, de la verdure, de l'eau. Et finalement, on modifiait complètement la Tour Eiffel avec cet univers-là, et ça permettait de mettre en avant ce personnage qui est très représentatif de Tropico, qui nous a sûrement marqué durant notre jeunesse, et voilà, qui était important de mettre en avant pour le relancement de la marque.
Et voilà, c'est possible aujourd'hui pour n'importe quel marketeur de faire ce type de campagne. C'est ça c'est là-dessus que je voulais embrayer. Alors, Armani, Ralph Lauren, Adidas, Coca-Cola sont des boîtes qui ont plus de moyens que, je pense, la plupart de mes auditeurs. J'en sais rien, en fait, d'ailleurs. Chers auditeurs, présentez-vous, hein, Laurent Crête sur LinkedIn. My Jolly Candle, c'est déjà plus petit. Je sais que nous, on a fait pas mal d'OP avec des petits acteurs. On a fait des filtres hyper facilement, géo-targetés sur des cibles, géo-targetés et sur des cibles qu'on avait définies ensemble. C'est assez simple. Aujourd'hui, alors je sais pas, j'ai une boutique dans le Marais qui vend du sans gluten. On va prendre Madame Gaspard, par exemple, qui vend des produits sans gluten et de bien-être. Comment est-ce que je m'empare des outils ? Alors, c'est très simple et on est dans une mission de démocratiser l'accès à la réalité augmentée. Je vais t'expliquer ça très clairement et ensuite on peut revenir à cet exemple-là. D'intuition, c'est compliqué de créer une lens, un effet de réalité augmentée. Donc, on a vu une première étape qui était de lancer le Lens Studio, qui est le Photoshop de réalité augmentée. Mais tu as raison, il faut quand même des capacités de création de contenu, d'éléments en 3D. C'est pas ouvert à tout le monde. On est allé un cran plus loin. Et dans Ads Manager, qui est l'outil pour la création publicitaire, mais pas que, il y a un outil qui permet de créer des lens à partir de templates déjà existants. Et donc n'importe qui, comme toi et moi, sans connaissance, sans skills spécifiques auprès de création d'objets en 3D, eh ben on peut utiliser des templates préétablis, de mettre mon logo de marque, de mettre un texte pour inciter les gens à découvrir mon produit. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Ce qui va être payant, effectivement, c'est la promotion de cette lens-là auprès d'un public donné. C'est très simple. Et surtout, ça commence avec 20 € par jour. Donc voilà, même avec des plus petits budgets, on peut, avec 20 € par jour, faire la promotion autour de ma boutique ou dans le quartier du Marais, uniquement cibler le public qui m'intéresse. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer dans l'exemple que tu me donnes, c'est recréer une recette, comment faire son pain chez soi à travers un effet de réalité augmentée et le proposer aux Parisiens qui vivent dans le Marais. Et directement, eux, quand ils vont ouvrir la caméra, ils vont se voir proposer cette expérience de comment faire mon pain chez moi à travers de la réalité augmentée. Et on a eu déjà des cas avec Marlette qui montraient comment utiliser leur robot mixeur qui était recréé en réalité augmentée. Directement dans ma cuisine, je pouvais le poser et c'était extrêmement bien fait, très réaliste. Et ça, c'est faisable. Ouais. Sans une agence derrière toi, sans... C'est faisable sans une agence. Selon le niveau... Exactement, en fonction du niveau de complexité qu'on souhaite faire. Ça peut être plus ou moins complexe. On peut le faire soi-même et si évidemment on souhaite aller vers des expériences plus compliquées, on a des partenaires qui sont experts de la réalité augmentée. Alors, on trouve tous ces outils sur forbusiness.snapchat.com. Ouais, c'est bien ça. fait. Et kit.snapchat.com pour la partie SnapKit et snappublishers.snapchat.com. Je fais pas la promo, hein, je vous invite simplement en tant que e-commerçant à tester un maximum de leviers pour augmenter vos ventes et je pense que ça vaut le coup. Nous, on l'a fait. On a commencé il y a longtemps, dès que la plateforme est sortie et qu'elle a été en libre accès. On l'a fait pour des plus gros acteurs, je pense à Kellogg's notamment, sur des filtres qui étaient vraiment poussés. Mais là, c'était une grosse machine. Mais on l'a aussi fait pour des petits acteurs très simplement, donc c'est hyper intéressant. Pour finir cet entretien que j'ai trouvé passionnant, je voudrais juste ouvrir sur la vision de Snap. On a tourné autour pendant tout cet entretien, mais Snap, c'est un appareil photo en fait. Exactement, c'est une caméra. Et on se parlait de l'évolution du rôle de la caméra. On pense que aujourd'hui, on le voit, l'usage principal, c'est le téléphone. Les caméras sont prépondérantes sur tous les téléphones qui sont dans le creux de nos mains. On pense que l'avenir n'est pas forcément uniquement sur les téléphones et que finalement, la caméra va avoir sa place sur d'autres objets. Et c'est pour ça qu'on a une autre entreprise dans la maison mère Snap qui est Spectacles, qui développe des lunettes qui ont des fonctionnalités de réalité augmentée. Et donc, c'est cette vision de se dire la caméra va s'exporter ailleurs que sur nos téléphones. On n'est pas encore exactement sûr de l'objet, du réceptacle de cette caméra. Par contre, on est sûr que le rôle de la caméra, ça passera par la caméra. Okay. Aussi bien pour enregistrer des moments, pour les diffuser, pour communiquer,
mais surtout pour augmenter le monde et pour en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'on investit fortement sur la caméra dans l'application Snapchat. Et demain, l'exporter aussi sur des lunettes, pourquoi pas. Et peut-être que ce sera encore un autre objet. Grégoire, merci infiniment pour cet échange que j'ai trouvé très riche. Je te remercie. On te trouve sur LinkedIn, Grégoire Gimaret, G-I-M-A-R-E-T. Tout à fait. Si besoin. Et merci à vous tous pour votre fidélité d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter Le Panier. Grégoire, merci beaucoup. Merci Laurent. À bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.